Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuche-Rambert et je suis Art Advisor. En mai, si on s'en tient à l'adage populaire, c'est le mois parfait pour n'en faire qu'à sa tête. Et si à l'origine cette croyance concerne surtout la tenue vestimentaire, j'ai souhaité pour cet épisode élargir le champ des possibilités. Secret et plein de fantasmes, voire très spéculatif parfois, le marché de l'art est véritablement une économie mystérieuse, y compris pour celles et ceux qui y participent. Si au début de l'année 2024, le mystère a été en partie levé par un tribunal américain, lorsque Dimitri Ribolovlev, un milliardaire russe qui poursuivait Sotheby's pour fraude, alléguant que la maison de vente aux enchères savait que son conseiller en art d'origine suisse, Yves Bouvier, l'avait escroqué chaque fois qu'il achetait des chefs-d'œuvre chez Sotheby's, a été finalement débouté, l'affaire a néanmoins attiré l'attention sur les pratiques très souvent opaques de ce secteur économique unique en son genre, car en effet, le marché de l'art semble s'accommoder de pratiques considérées comme illégales à Wall Street, comme négocier sur la base d'informations privilégiées ou manipuler les marchés, voire parfois mentir aux clients, étant souvent et avant tout un marché d'initiés. Par ailleurs, la financiarisation de l'art, que certains appellent la speculation, avec 2 L, pour la traduction de speculating en anglais, mot valise de spéculation et collection, continue de faire grimper régulièrement les prix des œuvres d'art contemporain, et ce, quoi qu'il se passe finalement dans le monde depuis les années 1990. Alors dans cet épisode, j'ai souhaité apporter certains décryptages et analyses sur des actualités sélectionnées, comme émettre plusieurs coups de projecteur. Et mon premier coup de projecteur portera sur l'analyse du marché au premier semestre 2024. Depuis 3 ans, le marché de l'art est toujours à la recherche d'un équilibre après avoir quitté les sommets de 2021. Alors que les acheteurs s'attendent aujourd'hui à des prix plus bas lors des ventes aux enchères ou dans les galeries, les vendeurs retardent les ventes jusqu'à ce que la demande retrouve son élasticité prix antérieure. Du côté des collectionneurs, on recherche des œuvres d'artistes dits historiques, soit marquant un courant artistique ou une époque particulière, ainsi que des œuvres d'artistes contemporains, en milieu de carrière ou établis, et ce, même si la vente de collections prestigieuses continue de faire les gros titres, en générant des pics temporaires d'activité ou un regain d'intérêt du marché. Alors à ce stade de l'année, on peut souligner des tendances émergentes pour le marché de l'art en 2024. Comme une baisse de prix du vente des œuvres. L'année dernière, le marché de l'art a connu sa première contraction depuis 2020 avec des ventes aux enchères mondiales dans les catégories des beaux-arts qui ont chuté de 27% d'une année sur l'autre et plus encore avec le prix moyen d'une œuvre d'art vendue aux enchères en diminution de 32%, la plus forte baisse annuelle des prix de vente moyens depuis près d'une décennie. Et certains observateurs s'attendent aussi à ce que les fourchettes d'estimation des enchères baissent afin d'attirer plus d'acheteurs et aussi que les galeries soient plus enclines à négocier les prix. Deuxième tendance, l'ajustement des frais. À la suite d'une baisse de 19% des ventes globales aux enchères en 2023 pour Sotheby's, cette maison de vente a annoncé ce mois-ci qu'elle réduirait les frais qu'elle facturait aux acquéreurs dans toutes les gammes de prix, tout en instaurant une structure de frais formalisée comprenant des frais de réussite pour les œuvres vendues au-dessus de leur estimation haute. Que d'autres maisons de vente aux enchères emboîtent le pas ou non, les collectionneurs peuvent aujourd'hui s'attendre à ce que les estimations globales des enchères baissent et que les galeries exposent des œuvres à plus bas prix, notamment durant les foires. Troisième tendance, moins ou plus du tout de liste d'attente. Cette année, les collectionneurs devraient trouver beaucoup plus d'occasions d'accéder à des œuvres et des artistes très demandés. En effet, les collectionneurs émergents ou nouveaux ont plus d'opportunités d'être sélectifs sur leurs acquisitions en galerie au lieu d'acheter la programmation d'une galerie uniquement pour avoir accès à des œuvres plus convoitées à terme.
Mon second coup de projecteur sera pour la création artistique du continent africain. D'abord à Paris, à la Fondation Cartier, où un vent d'audace et de créativité venu d'Afrique du Sud s'est levé le 14 mai dernier en accueillant The Center for the Less Good Idea. Et ce fut l'occasion pendant une semaine de découvrir ce projet multidisciplinaire et collaboratif lancé en 2016 à Johannesburg par les artistes William Kentridge et Bronwyn Lace. Ce centre doit son nom à un proverbe du peuple Tswana, une population bantoue d'Afrique australe. Si le bon médecin ne peut pas te guérir, trouve un moins bon médecin. William Kentridge aime à expliquer le principe de fonctionnement en disant qu'il est à la fois un incubateur de projets et un sanctuaire. Un incubateur de projets car il propose à de jeunes artistes de toutes disciplines un espace où échanger, tester et créer. Sanctuaire car il offre à ses talents émergents une possibilité dans le paysage culturel sud-africain, loin de la pression commerciale des galeries d'art généralement tournées vers le profit, mais aussi loin des contraintes qui accompagnent les subventions publiques, avant tout orientées vers des projets à visée plus humanitaire ou sociale. L'expérience se voulait d'emblée sociale et culturelle, ouverte aussi bien aux Noirs qu'aux Blancs, dans une volonté d'aider à tourner la page de l'apartheid et afin de contribuer à la construction d'un avenir partagé. Bronwyn Lace, collaboratrice de longue date de William Kentridge, est une figure incontournable du Center for the Less Good Idea et salue l'approche de William Kentridge, essentiellement collective et collaboratrice, qui a permis de créer une dynamique fabuleuse qui a su résister aux saisons. Et en mai, c'est à Paris, à la Fondation Cartier pour l'art contemporain, que The Center for the Less Good Idea a pris ses quartiers pour une semaine d'ateliers, de performances, de concerts et de rencontres avec une vingtaine d'artistes d'Afrique du Sud qui ont fait le déplacement et ont pu collaborer avec des artistes du Bénin, de Belgique, de Hollande, d'Autriche et de France, ainsi qu'avec des étudiants du département art plastique de l'université Paris 8 Vincennes. Puis, c'est un coup de projecteur vers le sud de la France, à Beaulieu, qui accueille une magnifique exposition d'art contemporain d'artistes originaires d'Afrique, Bandiagara, au commencement de la collection, qui présente des œuvres emblématiques, dont celle du sculpteur Dogon, Amaïguéré Dolo, du Mali. Nichée dans l'ancienne gare de Beaulieu, au cœur de Luberon, à une quarantaine de kilomètres à l'est d'Avignon, c'est la Fondation Blacher, qui est dédiée à l'art contemporain d'Afrique, qui fête ses 20 ans. Et pour l'exposition qu'elle a créée pour cette occasion permet de découvrir et admirer notamment l'impressionnant The Fallen Elephant, 6 mètres de long, du sud-africain Andries Botha, une tapisserie monumentale, la zone des Grands Lacs, de 14 mètres de long et 4 mètres de haut, du Malien Abdoulaye Konaté, le lanceur Zoulou de 2,30 mètres de haut et le guerrier debout de 2,60 mètres de haut du Sénégalais regretté Ousmane Sow. La Fondation Blacher dispose d'un fonds de quelques 2300 œuvres et pour l'événement, cet anniversaire, le choix de présentation des œuvres fut d'abord chronologique en fonction de la date d'acquisition avec des thèmes suggérés qui résonnent lourdement aujourd'hui comme la guerre, la fuite et l'errance. Enfin, c'est vers Dakar que se tourne le troisième coup de projecteur sur le continent africain, car mi-mai au Sénégal, des collectionneurs et amateurs d'artistes originaires du continent africain ont manifesté leur présence dans la capitale sénégalaise, et ce notamment malgré le report in extremis de la Biennale de l'art contemporain Dakar, qui se tiendra finalement le 7 novembre prochain durant un mois. Ils n'ont pas manqué de participer à des événements du OFF qui sont restés programmés, comme à la Galerie Célébéyoun avec l'exposition Entre parenthèses, qui présentait les œuvres de Arebenor Massen, Alioune Diouf, Melinda Fourne, Naomi Lulendo et Sandra Seguir, ou bien à la Galerie de Cécile Fagouri avec l'exposition de l'artiste Nashwenkwa Rendorf, exposée au Pavillon national du Ghana en 2022, ou bien encore des visites d'ateliers de l'artiste Eva Diallo ou le vernissage de Black Rock étant un programme de résidence multidisciplinaire
créée en 2019 par l'artiste Kehinde Wiley, ou encore la visite de la galerie Le Manège, espace d'exposition de l'Institut français du Sénégal à Dakar, exposition des artistes Carla Gouey, Myriam Kanté, François-Xavier Gré ou Henri Roy. À l'Institut français à Dakar s'est tenu aussi le vernissage de l'exposition de l'artiste Cécile Diaye et à la Haut Galerie, l'exposition des artistes Solis Cissé, Villiers Dimba et une œuvre monumentale d'Emmanuel Tussoré. À quelques encablures sur l'île de Gorée, à la Fondation d'Aper, on a accueilli l'exposition de l'artiste Aline Mota et au plateau, à la galerie Arte, très pionnière au Sénégal, on pouvait assister au vernissage de l'exposition de Christophe Sawadogo. Enfin, c'est chez Raw Material, un lieu artistique extrêmement reconnu dans la communauté du monde de l'art, qui a été créé par Koyo Kuo, qui est l'actuelle directrice du Zeiss MoCA à Cape Town, avec une exposition de l'artiste Zora Opoku en collaboration avec la galerie Mariam Ibrahim. Durant ce mois de mai, il y a aussi des actualités très surprenantes. Mais que se passe-t-il ? Que se passe-t-il tout d'abord chez Christie's ? Son site web, le 9 mai, quelques jours avant sa saison de vente aux enchères du printemps, a été piraté, victime d'une cyberattaque, empêchant les enchères en ligne alors que débutaient le soir même les grandes ventes de New York. La maison de vente, propriétaire de la famille Pinault, n'a pas pu reprendre le contrôle de son site immédiatement, mais a tenu à communiquer en toute transparence, assurant par la voix de son président, Guillaume Cerruti, que les ventes auraient lieu malgré tout à partir du soir même, sur place et par téléphone. Pendant plusieurs jours, depuis le 9 mai, son site web a affiché une page d'accueil qui redirigeait vers un autre site temporaire, permettant aux internautes de consulter les catalogues en ligne des ventes, même s'il n'était pas en revanche possible de s'inscrire, voire d'enchérir en ligne. Et depuis quelques jours, des pirates informatiques revendiquent la responsabilité de la cyberattaque de Christie's en menaçant de divulguer des données des clients de la maison. Ce serait le groupe Ransom Hub à l'origine de l'attaque qui revendique la responsabilité de la cyberattaque en déclarant qu'il est maintenant en possession de renseignements personnels sensibles sur les clients de la maison de vente aux enchères qu'il menace de divulguer. Dans un communiqué posté sur le Dark Web dès lundi dernier, Ransom Hub a déclaré qu'elle avait eu accès aux données d'au moins 500 000 clients de Christie's dans le monde entier, dont les noms complets, les numéros de documents, les nationalités et les dates de naissance, ajoutant « Nous avons essayé de parvenir à une résolution raisonnable avec Christie's, mais ils ont cessé la communication à mi-chemin. » Et le message de Ransom Hub de poursuivre, se référant au règlement général sur la protection des données, le RGPD, adopté par l'Union européenne en 2016, il est clair que si ces informations sont publiées, Christie's encourra de lourdes amendes de la part du RGPD et ruinera sa réputation auprès de ses clients. La maison de vente aux enchères à ce stade décrit juste un incident comme un problème de sécurité technologique, en continuant presque toutes ses ventes en direct sans site web fonctionnel. Elle a néanmoins réalisé environ 530 millions de dollars avec frais lors de ses dernières ventes nocturnes d'art des 20e et 21e siècles et de la collection de la défunte Rosa de la Cruz. Que se passe-t-il aussi ce mois-ci avec l'artiste Damien Hirst ? Damien Hirst, le Young British Artist Star de la fin des années 90, est à nouveau accusé de falsifier la datation de ses œuvres. Et ce serait plus d'un millier d'œuvres datées de 2016 de son projet si médiatisé de Currency, qui auraient en réalité été peintes ultérieurement. En mars dernier, The Guardian avait révélé que 3 œuvres de l'artiste britannique, présentées comme datant des années 1990, avaient en réalité été réalisées en 2017. Une nouvelle enquête du journal vient de dévoiler que plus d'un millier de peintures de son projet The Currency ne dateraient pas de 2016, contrairement à ce que Damien Hirst avait laissé entendre, et bon nombre des œuvres auraient été peintes
postérieurement entre 2018 et 2019. Damien Hirst aurait daté de 2016 un ensemble de 10 000 peintures abstraites sur papier qui s'inscrivent dans sa série Spot Paintings, initiée en 1986. Les tableaux, très similaires, sont tous recouverts de points colorés peints à la main par l'artiste ou ses assistants sur du papier A4. Ils ont ensuite été mis en vente dans le cadre de son projet The Currency en 2021. Les acheteurs avaient alors le choix entre acquérir la peinture physique ou sa version numérique sous forme de NFT, chacune étant vendue 2000 pounds. Et si l'acheteur optait pour le NFT dans le délai imparti par l'artiste, la peinture correspondante était détruite. Et en octobre 2022, comme signalé dans l'épisode à cette date de mon podcast, Damien Hirst a brûlé près de la moitié des feuilles lors d'une exposition dans sa galerie londonienne. Ces peintures, qui avaient été vendues par l'intermédiaire de la société Eni, gérée par le directeur commercial de Damien Hirst, avaient été créées à la main en 2016 selon le certificat. Chaque feuille présentant au revers un cachet d'authenticité, la signature de l'artiste et la date de 2016. Mais plusieurs sources ont toutefois révélé au Guardian qu'au moins 1000 œuvres, voire plusieurs milliers, ont été produites en série par des peintres embauchés par la Science Ltd, la société de Damien Hirst, entre 2018 et 2019, à la manière d'une chaîne de production Henry Ford. Et finalement, les avocats de Damien Hirst n'ont pas contesté le fait que les œuvres aient bien été réalisées après 2016. Ils soutiennent néanmoins que ce changement de datation n'est en aucun cas motivé pour des raisons commerciales, puisqu'il s'agirait de la pratique habituelle de l'artiste de dater ses œuvres selon l'année de leur conception et non de leur fabrication physique. Last but not least, en cette fin de mois de mai, revenons sur une question prégnante dans mon métier d'art advisor notamment, soit l'alternative récurrente, faut-il aujourd'hui investir ou collectionner de l'art ? Les dernières ventes de New York sauvent les apparences en affichant néanmoins des résultats contrastés. Les deux ventes du soir d'art moderne de Christie's et Sotheby's ont rapporté 648 millions de dollars, frais compris, un chiffre en hausse de 7% par rapport à l'an dernier. Mais l'on souligne une fois encore que cela est dû au paradoxe des garanties très nombreuses et élevées cette saison, notamment les garanties externes, nécessaires pour convaincre les vendeurs de vendre, mais qui en même temps mettent la barre assez haut pour les sous-enchérisseurs éventuels qui se sentent alors découragés. Car en effet, il y a eu un déficit de sous-enchérisseurs cette semaine, ce qui peut inquiéter les professionnels quant à la profondeur du marché, comme ils disent, car ils préfèrent voir l'obtention d'un prix final qui soit le fruit d'une bataille entre 2 ou 3 enchérisseurs. Ces dernières vacations appellent aussi plusieurs remarques. D'abord, il n'y a eu ni de collection poids lourd du type Maclo ou Paul Allen, ni d'œuvres trophées. Les résultats sont là, mais sur la base de ce qu'il y avait, et les grands absents étaient des tableaux qui dépassaient les 50 millions de dollars. Et c'est un signe véritable de manque de confiance des vendeurs qui n'ont probablement pas obtenu les garanties financières qu'ils souhaitaient avoir. Chez Christie, ce sont même 54% des lots présentés qui n'ont pas atteint l'estimation basse. Est-ce à dire que les estimations sont toujours trop élevées ou est-ce une situation économique dans laquelle il n'y a pas de renouvellement d'acquéreurs ? Probablement un peu des deux. En tout cas, si les estimations pouvaient être réduites légèrement de 10 à 20%, cela stimulerait davantage la compétition. Mais dans un contexte où il est difficile de trouver des œuvres, les maisons de vente doivent arbitrer entre les vendeurs potentiels et les acquéreurs éventuels. Alors aujourd'hui, faut-il investir ou collectionner ? Le marché de l'art en tant qu'entité économique se trouve à l'intersection de l'art et de la finance. Et certains acteurs, dont les plateformes d'acquisition en ligne, sont à l'avant-garde d'un changement dans la perception de l'acquisition d'art et de l'investissement. En banalisant en quelque sorte l'acquisition d'œuvres d'art, elles ouvrent de nouvelles voies tant aux amateurs d'art qu'aux investisseurs éventuels. La démocratisation de la propriété artistique, comme la sécurité renforcée des transactions grâce notamment à la technologie blockchain, ou bien encore le potentiel de l'art en tant que classe d'actifs particulière,
contribue à une convergence croissante entre l'art et la finance, rendant l'art plus accessible et les opportunités d'investissement plus diversifiées. Alors qu'on soit un collectionneur d'art aguerri ou un nouveau venu dans le monde de l'art, avec ces plateformes souvent très innovantes, une opportunité unique existe pour explorer les synergies entre ces deux domaines apparemment distincts. Autre paramètre à prendre en compte lorsqu'on acquiert une œuvre d'art, que ce soit pour collectionner ou investir, il faut se demander quelle œuvre et pourquoi. Soit aussi s'interroger sur ce qu'est le bon goût en matière d'art et qui en décide. Il y a quelques années encore, si vos chaises étaient des Le Corbusier, si vous possédiez un Giacometti ou si vous balanciez au bout de votre bras un sac à main Hermès Birkin, vous faisiez partie d'un groupe d'élite dont on admirait le goût et qu'on cherchait à imiter. Aujourd'hui, l'arbitrage est moins clair car Internet a fait de chacun ou chacune un ou une critique d'art et de nouvelles places de marché se sont développées en dehors des centres traditionnels, ce qui a fait que le consensus s'est largement effrité. Alors que le bon goût était autrefois considéré comme une marque de privilège, voire d'éducation, les faiseurs de goût d'aujourd'hui sont beaucoup plus divers. Et ce qui apparaît comme le baromètre d'un éventuel statut culturel est moins le produit d'une connaissance explicite que le résultat d'une reconnaissance collective alimentée par Internet. Autrefois, les artistes qui espéraient une certaine longévité devaient suivre un parcours professionnel très spécifique. Aujourd'hui, certains des artistes les plus fébrilement collectionnés, voire certains de ceux qui sont vendus pour des millions de dollars aux enchères, n'ont jamais eu une seule œuvre exposée dans un musée. Le bon goût, entre guillemets, en matière d'art est-il donc le fait de certains ou s'agit-il simplement de suivre certaines tendances ? Même avec la prolifération des influenceurs, la culture du clic et les médias sociaux, des artistes et surtout des œuvres continuent à se démarquer et à être considérés comme de bon goût du fait d'amateurs d'art éclairés. Et qu'en est-il des vieux maîtres ? On pourrait supposer que certaines œuvres surpassent tous les critères par leur talent et la beauté chez les plus anciens artistes. Pourtant, même les artistes les plus vénérés peuvent étonner. Prenons l'exemple de Vermeer qui a fait au Rijksmuseum l'objet d'une exposition incontournable, mais dont les peintures, aujourd'hui largement considérées comme des chefs-d'œuvre, ont à peine suscité un intérêt passager pendant près de 200 ans. Si le bon goût a longtemps été l'expression d'un privilège et d'une tradition, contrôlée et utilisée par une élite puissante, cette hégémonie de grands créateurs, majoritairement blancs et masculins, semble définitivement, et c'est sans doute tant mieux, en train d'être recadrée pour refléter des intelligences plus diverses et variées, comme l'illustre si bien la 60e édition de la Biennale d'art contemporain à Venise, intitulée si justement « Foreigners Everywhere ». En rappelant au monde de l'art et au-delà que le bon goût ne doit pas être terne, mais audacieux, téméraire et original, en osant bousculer des conventions, provoquer et en fin de compte, certainement séduire. Alors à quoi ressemble le bon goût en 2024 ? Qu'est-ce qu'un connaisseur, connoisseur en anglais ? Qui peut en être ? Quel rôle joue-t-il dans la formation des goûts du marché de l'art et de l'écriture de l'histoire de l'art ? Il n'y a sans doute pas de meilleur endroit qu'à la TEFAF, la foire néerlandaise, où l'art et les antiquités se trouvent au centre de la scène internationale à chaque printemps. Et cette année, en collaboration avec le groupe allemand d'analyse du marché de l'art Artness, a été organisé lors de la TEFAF à New York un panel mettant en vedette 3 experts discutant de l'état de l'art aujourd'hui et de la façon dont une nouvelle génération de collectionneurs se positionne sur ce goût et aborde ce domaine en tant que collectionneur et ou investisseur. Et si on finissait par un cocorico ? Après 2 années de bons et loyaux services, Paris Plus by Art Basel, l'annexe en France de l'iconique foire internationale d'art contemporain organisée chaque année à Basel en Suisse, qui a pris le relais de la FIAC, délaisse son nom d'emprunt pour le plus prestigieux Art Basel Paris dès la prochaine édition en octobre dans la capitale française. Dans un communiqué diffusé ce mardi 28 mai, la marque internationale Art Basel, propriété du groupe suisse MCH,
a révélé ce nouveau nom de la foire parisienne, ainsi que la liste des galeries participantes à cette prochaine édition 2024 et les temps forts de la prochaine programmation. Et pour cette belle occasion, Art Basel Paris retrouvera l'immense nef tout juste restaurée du Grand Palais et fera cet automne encore plus briller la ville lumière, élue parmi les plus grandes villes pour être au-delà d'un hub en Europe pour le monde de l'art, résolument le nouveau phare de la création contemporaine sur le continent européen. Voilà, c'était en direct du marché de l'art, épisode 5 de la saison 5, et si le marché de l'art faisait ce qui lui plaisait. Restez à l'écoute pour un prochain épisode ou comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned.